Si les techniciens voulaient bien nous installer un pupitre, s'il vous plaît. On peut applaudir les techniciens. Les militants. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Eh bien, mesdames et messieurs, dans un tonnerre d'applaudissements, 党首の演説がこれから始まります。 Merci. Merci. Vous voyez, je le dis à chacun de mes, si vous voulez bien couper la musique, hein, je le dis à chacun de mes déplacements, mais je vous le dis sincèrement et très franchement, jamais personne d'autre que Jean-Louis Borloo n'aurait été capable de rassembler la famille centriste. Et donc, Jean-Louis, c'est un plaisir de travailler ensemble aujourd'hui pour la reconstruction de cette famille. Est-ce que vous vous souvenez de la mutualité il y a 8 mois? Il y a 8 mois, nous avions fait le serment de la mutualité à l'égard de Simone Veil. Et nous lui avions dit, Simone, vous pourrez être fière de nous. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, vous qui êtes ici, élus par les 45 000 militants de notre formation politique, notre parti est issu de formations bien connues. D'autres sont des adhérents directs, directement adhérents, je préfère cette expression. Je tiens d'abord à vous féliciter de cette élection, à vous dire que nous sommes fiers de vous, parce qu'en quelques mois, avoir réussi à vous organiser, à organiser les fichiers, le mode d'élection, de trancher des ambitions légitimes, de trancher des débats électifs, alors que nous étions dans un provisoire absolu, en fond d'une analyse politique, mais en même temps d'une émotion de la mutualité. Nous avons vécu dans un provisoire invraisemblable pendant 8 mois. Un provisoire au plan national avec une toute petite équipe qui, à 4-5 personnes, a été obligée d'organiser, de gérer tout ça. La mise en place d'une commission nationale d'arbitrage. Et vraiment, je voudrais saluer le travail de Jean-Léonce Dupont et tout ce Conseil national qui est indispensable, car il y a des arbitrages à effectuer dans une création de formation comme celle-là. La commission de transparence financière, indispensable, présidée par Jean Barbizet et Michel Mercier. Et puis la commission de préparation des investitures, c'est le comité exécutif qui désigne
qui a été aussi amené à faire un travail considérable. Je voudrais vraiment vous dire que vous êtes les piliers, les élus démocratiques et les garants de notre famille politique. Et pour cette élection à laquelle vous avez été candidat et pour laquelle vous avez été élu, je voudrais très sincèrement, au nom de tout bureau politique, vous adresser un message de félicitations et de très grande fierté à vous. Dans cette période de création qui est, enfin souvenez-vous, il y a 8 mois, j'ai regardé avec condescendance, voire un peu d'ironie, où chacun guettait les couacs, les incompréhensions, les divisions, les micros se tendaient plus naturellement pour essayer de trouver des faits. Évidemment qu'il y a des perceptions différentes, des regards différents, des territoires. Nous sommes les enfants de nos territoires et nos regards sur la société ne sont pas les mêmes selon les territoires, c'est évident, des générations différentes. Mais finalement, petit à petit, l'axe central social, libéral, européen s'est imposé. Nos parlementaires européens, j'allais dire nos parlementaires européennes aussi, car Dominique est entouré de beaucoup de femmes que je salue, ont fait entendre leur voix au PPE, au Parlement européen, notamment sur les sujets de développement durable, de CO2, de transparence et d'exception culturelle. Au Sénat, le groupe sénatorial, et à l'Assemblée, le groupe à l'Assemblée qui aujourd'hui travaille de concert, et je voudrais remercier et saluer le groupe sénatorial et son président François Socchetto. Ces deux groupes se sont petit à petit imposés dans le paysage parlementaire français. Nous avions dit une opposition déterminée, résolue, mais constructive compte tenu de l'état du pays. Déterminés, nous l'avons été. Nous avons été les premiers à critiquer quelque chose de très important pour la confiance. Je ne sais plus quel de nos amis qui regardait le regard sur la France de loin, l'attractivité de la France, le mot de confiance à l'extérieur. Qu'un candidat à la présidence de la République ait pu dire aux yeux et aux oreilles de tous les Européens qu'il renégocierait un traité qui était déjà signé par les Européens était une marque d'incompréhension, voire de désinvolture à l'égard de nos partenaires européens qui était tout à fait critiquable, alors qu'à l'évidence, ce n'était pas faisable. Et là, le mensonge en interne français qui a fait qu'une partie de l'électorat très à gauche, qui a cru à cette remise en cause, s'est senti trompé. Plus de confiance en Europe et trahison en France, cela faisait beaucoup et nous avons été les premiers à dénoncer la mascarade du pseudo-pacte de croissance de 120 milliards d'euros, alors qu'en réalité, cher Dominique, nous savons que le retard de paiement de trésorerie des factures de la Commission européenne frise plutôt les 20 ou 25 milliards et qu'il n'y a, comme chacun le sait, pas un euro de plus pour l'instant dans le débat et le budget lui-même pour la période suivante est plutôt inférieur. Nous avons dénoncé, Hervé, la chape de plomb fiscale et sociale, non pas sur chacun des points, mais parce qu'au moment où on voyait que, après la crise des liquidités qui avait été terrible en 2008, et donc la récession qui en était suivie, la croissance repartait, et l'asphyxie générale, le sentiment que personne ne savait comment il allait être traité et mangé, et donc un risque de récession majeure. Le mot récession a été prononcé par nous à l'Assemblée nationale et malheureusement en en donnant la date à l'époque. Nous avons dénoncé ce climat de stigmatisation du monde économique et de l'esprit d'entreprise qui a accentué, comme le disaient nos témoins tout à l'heure, ce sentiment au fond de la non-bienvenue des créateurs
quel qu'il soit, quelle que soit la nature de l'œuvre. Vous savez, le sentiment qu'on en a, c'est qu'une partie de l'idéologie française considère que c'est la création et la richesse qui est le problème, alors que pour nous, c'est la pauvreté qui est le problème. Et qu'on ne s'exonère pas de ne pas faire une politique pour les plus faibles, simplement en dénonçant ceux qui courent plus vite que les autres. Et ça, c'est une erreur idéologique majeure. Vous savez, ça me fait penser à la loi sur le logement d'il y a quelques mois, dans une crise du logement terrible. Cette loi consistait simplement à dire: nous allons imposer aux maires, vous voyez, c'est de la faute des maires s'il n'y a pas de création de logement en France. Mais depuis quand les mairies ont les financements? Depuis quand les mairies ont les outils urbains? Elles peuvent autoriser, organiser, créer le cadre. C'est une façon de différer sur d'autres le début d'une crise du logement dont nous ne sommes pas prêts de sortir. Nous avons été les premiers, cher Chantal, à dénoncer l'incroyable recul sur les chantiers thermiques du bâtiment et de l'écologie française, l'abandon de tous les grands chantiers écologiques de notre pays, ferroviaires, Jean-Paul, les autoroutes ferroviaires qui consistaient à mettre les camions sur les trains, les sorties de port de manière ferroviaire, les grands LGV qui permettaient de désenclaver, enfin, l'Espagne, la France est en train de devenir, comme la République tchèque, un corridor international de camions. Le canal Seine-Nord, déjà financé, dont on avait déjà dépensé les 200 premiers millions de travaux. Le canal qui déjà a son pont pour surplomber la route, et cette espèce de discours consistant à dire: mais non, mais c'était pas financé, mais comment ça, la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie avait mis 900 millions sans regarder. Les chantiers thermiques des bâtiments dans les logements, vous savez combien on en faisait en 2010? On en faisait 176 000 au bout de la deuxième année. On en fait 600 par mois actuellement. On a arrêté le programme des bâtiments publics alors qu'on avait audité dans chaque département ce qu'il était nécessaire de faire pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Et puis nous avons dénoncé cette absolue folie de la mise en cause des services à la personne. Excusez-moi de revenir là-dessus, et j'en dirai encore un mot tout à l'heure, ça fait partie des mesures d'urgence dramatiques. Et ça, c'est le fruit d'un problème idéologique. Ils n'ont pas compris que les services à la personne, ce n'était pas une aide fiscale pour les gens riches. Ils n'ont pas compris que les services à la personne, c'était un service populaire, essentiellement pour les femmes qui travaillent, pas seulement, qui permet d'avoir des solidarités et que tout se jouait à l'organisation, à la qualification et au coût horaire. Et un secteur qui avait créé 550 000 emplois et qui par ailleurs avait augmenté de 40% ceux qui étaient déjà dans le secteur et qui travaillaient pas assez d'heures par mois, on est en train de le massacrer et de le détruire. À en être à supprimer l'agence des services à la personne qui est là pour adapter en permanence, car il faut adapter en permanence, composée de 14 personnes à Paris pour faire ce suivi. Donc on a fait cette opposition, mais une opposition constructive. On a fait des propositions. On a soutenu les contrats d'avenir, même s'ils sont très imparfaits, main tendue à la jeunesse qui est en plus grande difficulté dans le centre de quartier. Nous avons soutenu l'accord interprofessionnel qui permet la flexi-sécurité très récemment. Donc nous ne sommes pas mis dans une position dogmatique, mais nous sommes dans une opposition clairement déterminée. Alors, nous étions dans le provisoire et vous êtes notre Parlement. Vous êtes les élus de cette formation, c'est vous qui représentez les 45 000 militants aujourd'hui, j'espère les 100 000 adhérents très bientôt. Vous devez valider les grandes orientations. Vous êtes le Parlement entre deux congrès. Vous devez valider notre organisation. Vous devez animer sur le terrain les débats. Vous devez animer sur le terrain les préparations des échéances.
et le débat politique en harmonie évidemment avec le siège. Vous avez donc une mission majeure et historique, car au fond, où l'UDI, c'était simplement un regroupement de forces éparses contentes de se retrouver pour peser un peu plus, ou on pense que c'est une formation décisive pour l'avenir de notre pays. Au fond, c'est assez simple. Si, comme nous, vous le pensez, alors votre rôle à vous est absolument déterminé. Alors nous allons sortir du provisoire pour la première fois. Et évidemment, ça va amener à une meilleure organisation entre nous. J'étais un peu le tiers de confiance, le capitaine du démarrage, je le suis toujours. Mais évidemment, il faut que l'équipe se réorganise, chacun. Au fond, on a fait tout ça de manière spontanée en fonction des disponibilités des uns et des autres. Mais maintenant, il faut qu'on ait un système collectif. Moi, je me suis engueulé récemment avec les différentes chaînes de radio et de télévision, parce qu'ils me disaient non, mais non, Jean-Louis Borloo, sinon on prend quelqu'un d'autre. Et je suis allé leur dire, mais attendez, vous êtes très gentil, mais quand vous faites des émissions, vous devez avoir les différentes forces politiques. Or, nous sommes, à cette heure-ci, la troisième force politique de notre pays. Et je leur disais, je sais bien que vous avez vos habitudes. Je sais bien que vous connaissez toujours les mêmes et que vous invitez toujours les mêmes. Sauf que l'UDI doit être représentée dans toutes les grandes émissions de débat politique. Et c'est pas à vous, on va pas mettre du Borloo tous les matins. Je veux dire d'abord parce que c'est très mauvais pour moi. Non, mais tout simplement d'abord parce qu'on a une diversité aussi de sensibilité, même si on est d'accord sur l'essentiel. C'est pas eux à décider, et que la force politique, elle ne repose pas sur un homme. D'abord parce que c'est trop facile, il suffit lui de le dessouder, et puis comme ça, on est tranquille sur la force politique. Non, nous sommes une équipe. Mais vraiment. Et donc on va évoluer sur tout cela. Ça va me permettre d'alléger un peu et de me consacrer à l'essentiel de l'essentiel que nous déciderons ensemble. Alors, la première bataille que vous avez devant vous, l'animation, le débat démocratique dans vos fédérations, le débat politique, la première bataille, c'est les municipaux. Hervé en a parlé excellemment tout à l'heure. Moi, je vous affirme qu'il doit y avoir une signature UDI. Cette signature UDI, c'est quoi? C'est la liberté d'entreprendre, le dynamisme, la maîtrise des impôts, le travail en réseau entre républicains, car on ne dirige pas des collectivités en étant sectaire. C'est strictement impossible. Impossible. Le développement durable, qui est vital dans les collectivités, absolument vital, ça va des plans climat, énergie, aux plans de transport doux, le dynamisme économique évidemment et le travail en réseau. Ça, c'est notre signature dans un esprit républicain et de solidarité. Vous savez, l'action publique, ça doit emmener un peuple, le peuple d'une commune, le peuple d'une ville, dans ses contradictions, vers l'avenir et en même temps être très attentif aux plus fragiles. Finalement, c'est les plus fragiles qui ont besoin de l'action publique plus que les autres. C'est les plus fragiles qui ont besoin de l'action collective plus que les autres. Donc voilà, des projets qui seront de développement durable, de liberté, de dynamisme économique, de respect républicain, capables de créer de la cohésion et du travail en réseau. Ça sera la marque UDI de la campagne municipale. Et puisqu'on en est là, je vous demande d'aider
tous nos candidats. Ils ont besoin de vous. Elles ont besoin de vous. La liste des 200 premières investitures est arrêtée. On va les communiquer à chacune et à chacun, étant libre lui-même d'en parler sur son territoire. Certains préfèrent attendre, c'est dans le respect de chacun. Cette liste, elle est prête. Philippe, Rudy, Hervé, nous l'avons travaillé ensemble et on se rend compte dans le détail qu'il y a énormément de territoires sur lesquels cette patte unique, lorsqu'il y a la rencontre d'une femme et d'un homme, enfin d'une équipe, d'un territoire et de l'UDI, eh bien les sondages que nous avons sont très spectaculaires. Il y a une dizaine de sondages qui nous donnent gagnants dans ces grandes ou moyennes, enfin grandes villes moyennes ou villes moyennes tout court. Hervé faisait l'allusion à un qu'on a récupéré hier ou avant-hier, où même en primaire, nous sommes devant et nous sommes les seuls à battre l'actuel candidat sortant du Parti socialiste et de la coalition de gauche. Donc cette bataille municipale, elle doit être fondée sur des valeurs. Mais c'est une bataille municipale que nous allons gagner, j'en ai aucun doute. Alors dans le Nord, dans le Grand Est, dans le Grand Sud-Ouest, dans le centre, on voit bien des zones, je n'exclus pas le reste, bien entendu, à Nouméa, à La Réunion, avec la Gourgue, convaincu que le futur maire de Nouméa sera une femme de l'UDI que vous connaissez tous, mais on voit que l'outre-mer sera une grande victoire municipale de l'UDI. Alors, c'est la première bataille qu'il nous faut livrer de manière absolue, extrêmement forte. Finalement, vous avez voulu cette formation politique, nous avions dit indépendante dans son organisation, elle l'est. Nous avions dit indépendante dans ses choix politiques, elle l'est. Nous avions dit indépendante dans ses financements, elle l'est. Indépendante dans ses investitures, elle l'est. L'indépendance n'est pas un slogan ni une tactique d'alliance de circonstances. C'est le fruit d'une vision et c'est le fruit d'une organisation. Mais l'indépendance, ce n'est pas l'isolement. Les démocraties occidentales fonctionnent avec des coalitions. La France ne fait pas exception à cette règle. Alors oui, nous avons vocation à établir une coalition avec la droite républicaine, humaniste et républicaine, dans laquelle, de manière loyale, mais dans lequel il y aura forcément des frottements, des frictions et des débats. Mais nous n'avons pas vocation à ne pas savoir où nous habitons ou à changer, évidemment, de coalition. Et si nous avons aujourd'hui les fondations de la maison, vous savez, c'est très important que vous soyez là démocratiquement élus. Évidemment, ce n'est pas si facile dans les formations politiques de faire des votes démocratiques, apparemment. Donc c'est très important. Parce que c'est le fondement de la puissance de l'avenir. Mais cette maison commune, nous ne l'avons pas bâtie pour nous retrouver ensemble, même si il y a un côté extrêmement chaleureux, on se sent mieux, on se sent plus fort, on se sent plus puissant. Mais nous l'avons bâtie pour servir les Français, pas pour nous. Servir les Français dans un monde qui évolue à toute vitesse, ce qui a été évoqué pendant toute la matinée par nos intervenants. Alors au fond, on voit bien qu'on est installé dans les territoires assez clairement. Et maintenant, il faut qu'il y ait la coordination entre le drapeau et sa visibilité. On installe réellement les motifs de nos combats. Alors notre drapeau, c'est celui de la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté d'innover, la liberté pour un chef d'établissement d'organiser ses équipes pédagogiques et les moyens pour en venir en aide aux plus fragiles, ce qui n'est toujours pas fait aujourd'hui. Notre drapeau, c'est la liberté. Mais notre drapeau, c'est aussi la réforme.
et la République dans le respect de chacun dans ce monde en plein bouleversement. Vous savez, la réforme, c'est l'adaptation. C'est un concept absolument vital, que disait Hervé tout à l'heure, à tout organisme vivant. La réforme, c'est la vie. Le déni et l'immobilisme, c'est la mort. La réforme, c'est aussi le fruit d'une analyse en profondeur de notre espoir et de notre organisation, confrontée aux besoins d'un monde moderne fait de vitesse, de mobilité, d'interconnexion et d'innovation. Et je voudrais revenir sur ce qui a été évoqué à de nombreuses reprises tout à l'heure, paritarisme et agence. Au fond, nous vivons dans un monde global qui bouge. Et le débat politique de fond qui est posé, la philosophie politique, c'est est-ce que nous voulons prendre notre part, nos enfants prennent leur part dans cette croissance mondiale et internationale, dans ce monde d'innovation, du numérique et de bien d'autres, dans ce monde des réseaux, dans ce monde d'ouverture, ou est-ce que nous dénions cette réalité et nous voulons nous refermer sur nous-mêmes? Et nous voulons avoir des lignes Maginot dans les quartiers, dans les cœurs et autour de notre pays. La question fondamentale qui est posée à notre pays est celle-là. Alors la liberté, c'est celle d'entreprendre et de respecter l'autre. Je pense que la grande question qui nous est posée, c'est est-ce que nous sommes le parti qui comprend et porte cette grande vague d'innovation qui monte partout dans le monde? Est-ce que nous voulons être le parti qui relève ces grands défis du XXIe siècle, qui sont autant de chances et de nouvelles frontières? Au fond, est-ce que nous voulons être le parti du nouveau monde, le parti qui attire, comme l'évoquait un intervenant ce matin, les forces, les classes créatives de nos sociétés, où tout se mélange, le numérique, l'art, la musique, l'ingéniosité, la proximité, le service à la personne, la biologie, la biochimie, la mer et ses technologies. C'est un monde qui bouge complètement et qui est en système d'atomisation avec des noyaux durs. C'est ça la question. Est-ce que nous sommes un parti du 19e ou du 20e siècle ou un parti du 21e siècle? Au fond, moi je me souviens très bien d'un article, un titre que j'avais fait en 1989 dans une ville qui m'est chère, dans un arrondissement qui m'est cher, ainsi qu'à Francis Vercamer, Dominique ou Valérie. Le plus grand drame que nous avions à l'époque, je vais vous dire, c'était pas les 40 000 licenciés, bien sûr que c'était un drame. Mais le pire des drames, c'est les 44 000 départs. C'était l'exode des talents. Et la vraie question qui est posée aujourd'hui à notre pays, c'est la fin ou pas de l'exode de nos talents. L'ensemble de nos talents. Tous nos talents. Alors, nous avons des débats d'orientation, mais comme nous sommes des gens pragmatiques, nous vous avons proposé de valider un certain nombre de mesures d'extrême urgence. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous avons constaté avec les parlementaires, Sénat et Assemblée, qu'un certain nombre d'évidences absolues pouvaient être corrigées. Que le nouveau gouvernement s'était trompé sur un certain nombre de points et qu'au fond, en off, tout le monde était d'accord sur ces erreurs. Et ce n'était pas pour leur casser les pieds, c'est simplement parce que la crise française, la nôtre, est aggravée par un certain nombre de mesures sur lesquelles on pouvait revenir. Et ce qui était terrible, et ce qui est terrible, c'est que quand on les rencontre, gauche, l'UMP, écologiste, tout le monde est d'accord là-dessus. La TVA sur l'efficacité énergétique des bâtiments, la TVA sur l'amélioration de l'habitat, la TVA sur le logement social, 100% d'augmentation. Vous voyez le déséquilibre du marché.
Non seulement ils sont d'accord pour revenir dessus, mais ce qu'ils nous disent, c'est « oui, mais pas maintenant, en janvier ». Résultat, tout s'arrête. Est-ce que vous connaissez, vous, une mesure d'amélioration annoncée où les gens n'attendent pas qu'elle soit votée avant de continuer à travailler dans ce secteur? C'est dramatique. Ils sont toujours d'accord, mais il y a la posture, on n'y arrive pas. C'est vrai des services à la personne, je vous en ai parlé, secteur qui crée 120 130 000 emplois par an, qui va en détruire 3 à 400 000 cette année, malheureusement et probablement. On est sur des sujets d'urgence, vous les avez, je ne vais pas vous les énumérer, qui, genre, 400 500 000 emplois de plus ou de moins, c'est 15 milliards en plus ou en moins de déficit de l'ensemble des comptes publics. Et moi, je vous le dis, les déficits cette année vont s'aggraver. Ils vont s'aggraver beaucoup. On va atteindre les 100 milliards de déficit sur 280 milliards de recettes. Et c'est pour ça que nous hurlons, nous crions sur ces mesures d'urgence, sauf à nous démontrer qu'elles sont inopérantes, ce que je ne crois pas un quart de seconde. Donc ce que vous avez validé, c'est ce que nous vous avons demandé, les mesures d'urgence, et que le gouvernement nous écoute. Qu'ils nous écoutent. Un autre grand chantier qu'on leur a proposé. Vous savez quel est le plus grand facteur de relocalisation de nos activités? C'est évidemment les 7 centrales d'achat. C'est bien les 7 centrales d'achat qui décident tous les jours quels sont les produits qui vont être en vente sur le territoire national. Alors je parle des 7 centrales d'achat distribution, mais on pourrait ajouter les centrales d'achat industrielles, bien entendu. Alors le système aujourd'hui, c'est que l'analyse des prix est strictement le prix dit économique. C'est-à-dire, pour 5 centimes de moins à 10 000 km, c'est le coût du transport apparent, mais que de 4 centimes, eh bien on préférera faire venir un produit à 10 000 km. Donc ce que nous demandons aux centrales d'achat, c'est que soit intégré le coût carbone de chacun des produits, qu'ils intègrent au moment du choix le coût carbone ou écologique des produits, le vrai coût économique, le vrai coût de faire concurrence écologique et sociale. Et vous verrez à ce moment-là la puissance de relocalisation, non pas franco-française, mais dans tous les cas de proximité que cela entraînera. Je crois que ce sont des mesures d'urgence extrêmement importantes. Et si on n'arrive pas à avoir un débat là-dessus, eh bien, on pourra le traiter par d'autres moyens. Et puis, nous avons les grandes réformes structurelles, celles pour lesquelles nous sommes présents. Alors, il y en a 4 ou 5 qui ont été évoquées tout à l'heure par Hervé. Un mot avant sur les mesures d'urgence, je voudrais revenir parce qu'on est vraiment dans la folie pure. Ou Gallois a raison, ou il a tort. Ou le gouvernement dit qu'il faut baisser les charges de 20 milliards, ou il a tort, il ne faut pas le faire. Mais à partir du moment où on nous dit qu'il faut le faire, ce crédit d'impôt compétitivité emploi est simplement fait pour que ça ne se fasse pas. Si on veut baisser les charges, on les baisse. Il y a quelque chose que j'arriverai jamais à comprendre, c'est pourquoi, quand on dit qu'on baisse les charges, on ne les baisse pas. Et on invente un truc qui passe par le percepteur, dont on sait qu'à cette heure-ci, au bout de 6 mois, ça va toucher moins de 2% des entreprises, 450 millions d'euros, et non pas les 20 milliards qui étaient prévus. Ou alors on dit on ne fait pas, on suit l'extrême gauche, c'est un cadeau fait aux entreprises, donc on ne fait pas la baisse. Mais on ne fait pas semblant. C'est ce sentiment de faire semblant qui est totalement déroutant pour la confiance de nos économies. Les choses sont simples, on fait pas. Puis chacun s'adapte. On dit, on arrête l'aggravation des prélèvements obligatoires, où on dit, voilà, on en remet encore pour 3 points, et après on n'en fait plus. Mais ce sentiment de méfiance, de non-confiance dans l'avenir est le principal frein au redéploiement économique de notre pays. Alors les points structurels, venons-en au point structurel. Le coût du travail. La baisse, l'histoire du CICE, ça ne va pas se faire. Voilà, c'est
comme ça, il n'y aura pas la baisse charge, il va bien donc falloir la faire, d'ailleurs elle n'était pas financée, comme l'a très justement fait remarquer Jean Arthuis, mais elle n'avait pas besoin d'être financée, puisqu'il est d'ores et déjà prévu que ça ne fonctionnerait pas. Donc je ne vois pas, il y a pour une fois une totale cohérence entre la recette et la dépense, mon cher. En fait, Bercy n'était pas d'accord. Vous savez, Bercy considère toujours que comme ministre, comment tu gères ton ministre. Enfin bon, déclaration politique, on va faire un mécanisme pour s'assurer à peu près que ça ne va pas fonctionner, parce que c'est pas, en fait, c'est pas très bien. Maintenant, ce coût du travail. Il faut une rupture. C'est ce que propose le document. Une rupture massive. C'est 40 à 50 milliards. Alors on peut discuter du niveau de l'entreprise, de la pénibilité, enfin discuter d'un ensemble de choses. Mais je pense que nous ne couperons pas à revenir à l'équivalence sur le coût du travail par rapport à nos amis allemands. Le deuxième grand sujet, parce que c'est la même chose, c'est la durée annuelle de travail. Hervé a secoué le cocotier de manière un peu forte tout à l'heure, mais la réalité, c'est qu'il va bien falloir qu'on travaille, c'est comme pour les retraites. On peut faire semblant de ne pas regarder le sujet. La réalité, c'est qu'on va travailler plus longtemps, et le document d'orientation dit, voilà, il faut le faire. Alors on explique, bon, ça va être le débat qui va être lancé, quelle compensation pour les salariés, il faut qu'il y ait de la productivité. Et évidemment, comme le dit le document, il faudra qu'il y ait une compensation puissante sur ou les salaires, la baisse des charges des salariés, bref, il faudra qu'on trouve, et c'est tout le débat, mais on a même travaillé des heures et des heures sur le rachat du droit. C'est-à-dire, on avait travaillé des experts en disant, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas racheter collectivement pour 10 ou 15 000 euros par salarié ce droit, finalement, enfin, mais sortir de ce sujet-là me paraît tout à fait inévitable. On discutera des avantages de compétitivité et des compensations pour les salariés. Mais restent les deux problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure, qui me paraissent moi tout à fait cruciaux. C'est celui de l'émiettement. Je m'explique. Tout notre modèle est fondé sur un patrimoine auquel nous sommes très attachés, qui est le paritarisme du Conseil national de la résistance et l'organisation administrative, c'est-à-dire la décentralisation, et Dieu sait que nous sommes une famille de la décentralisation. Mais aujourd'hui, tout ça a évolué. Les ordres de grandeur, on les connaît. Les recettes de l'État, 280 milliards. Quand on parle de la réforme de l'État, 280 milliards. Les recettes des collectivités, 200. Du paritarisme, selon le périmètre que l'on prend, de 650 à 950. Comprenez-moi bien, le débat n'est pas de remettre en cause ces principes-là, mais de savoir si, dans ces millefeuilles administratifs, la décentralisation, ça n'a pas été comment on organise ce qui doit relever de l'État, ce qui doit relever des régions et de la proximité, c'était des concessions, en réalité, au fur et à mesure, avec des strates complètes. Le gouvernement précédent avait voulu que chaque collectivité soit spécialisée. On est revenu dessus. C'est la clause générale de compétence. Tout le monde peut participer au financement d'un boulodrome. Je suis arrivé à Saint-Saulve, j'ai vu un boulodrome avec un financement du département, de la région, de la ville, de l'agglomération, des fonds européens et de l'État au titre du Fonds national de la jeunesse et des sports. Formidable! Mais ce n'est pas tenable. Le millefeuille n'est pas tenable. De la même manière, le paritarisme du dialogue social, le débat, ce n'est pas centralisation, décentralisation, c'est notre organisation. Et le débat, ce n'est pas dialogue social, évidemment qu'il faut un dialogue social beaucoup plus puissant d'ailleurs qu'il n'est aujourd'hui, avec des syndicats plus puissants et probablement une incitation par le chèque syndical, enfin quelque chose qui fasse que ça soit encore plus puissant. Mais est-ce que faut-il pour autant qu'il y ait des centaines, voire des milliers d'opérateurs du paritarisme ? Est-il absolument indispensable qu'il y ait autant d'OPCA, d'organismes collecteurs, que ce soit du logement ou de la formation professionnelle? Parce que, à quoi arrive-t-on à la fin? Prenez l'exemple de la formation professionnelle, tout simplement. La formation professionnelle, vous avez 50 000 entreprises agréées, très bien. Vous avez des centaines de collecteurs qui eux-mêmes orientent. Vous avez un nombre d'opérateurs, chambres de commerce, chambres de banquiers, branches, régions, États. Et à la fin de la journée, pour les 31 milliards, il n'y a que 10% qui arrivent.
en véritable qualification des travailleurs, ceux qui sont en besoin de qualification, aux demandeurs d'emploi ou à la jeunesse. Donc sans remettre en cause la légitimité de chacun, il nous faut une politique globale définie, une cabine de pilotage unique, une nouvelle gouvernance des dépenses publiques. Vous ne pouvez pas avoir le millefeuille administratif et puis l'émiettement du paritarisme opérationnel. Et donc cette réorientation de la gouvernance par grands sujets, logement, santé, formation, qualification professionnelle et apprentissage, il va falloir qu'on le remette à plat dans une totale transparence, en discutant évidemment avec tous les acteurs et les partenaires sociaux. On n'est pas obligé de faire des fusions de structures. On peut simplement mettre tout, à un moment donné, dans la même cabine de pilotage. Tout le monde apporte ses compétences, son savoir-faire, ses financements, comme ça a été fait pour la rénovation urbaine des banlieues. On a créé un tout petit outil de rien du tout qui gère 43 milliards et qui a évité l'émiettement et probablement des drames extrêmement importants dans nos quartiers. Donc oui, nous vous demandons mandat pour réfléchir à un paritarisme moderne et pour réfléchir à une réorganisation territoriale avec qui fait quoi dans cet émiettement. On vit avec l'idée d'un État centralisé, alors qu'en réalité, nous sommes dans une société, oui, l'État est centralisé, est lourd, bureaucratique, méfiant, mais on vit dans une société qui est totalement émiettée parmi ces opérateurs. Je sais que ce sont des concepts qui ne sont pas des concepts de grandes réunions publiques, mais c'est quand même le mandat que nous vous avons demandé et sur lequel nous allons travailler. Après les municipales, j'allais dire en même temps que les municipales, notre drapeau, puisque c'est l'ouverture sur le monde, c'est évidemment l'ouverture sur l'Europe, et donc l'Europe, et ce sera donc juin 2014. Au fond, vont s'affronter ceux qui, en France, proposent le repli identitaire, à ceux qui proposent d'armer la nation dans ce grand monde d'innovation, en faisant attention aux plus fragiles et dans un respect total de la République. Au fond, le débat, il est là. Et au fond, ils vont essayer de reporter sur l'autre. L'autre, c'est parce qu'il n'a pas la même couleur, ou pas la même formation, ou pas le même territoire, ou en l'occurrence les Européens, les Allemands, bref. Nos échecs, nos difficultés, le logement, la compétitivité, le coût du travail, c'est ça ce qu'ils vont essayer de faire. Alors que nous savons que l'Europe a des défauts, qu'elle n'est pas exempte de critiques au bout de ces 30 premières années. Évidemment, et Dieu sait que, Jean qui fait la tournée des capitales, on est en train de voir se dessiner une absolue nécessaire évolution de notre Europe. Évidemment. Nous avons besoin d'une Europe, d'un Airbus du numérique et du contrôle des données. Vous voyez ce qui se passe actuellement aux États-Unis. C'est absolument vital. Un Airbus du ferroviaire, un Airbus du transport maritime. Bref, nous avons besoin de cette Europe-là et nous savons que la lutte contre les paradis fiscaux, mise en place, même si elle va être possible, de la taxe sur les transactions financières, de la taxe carbone aux frontières, tout ça ne peut se faire qu'à l'échec d'un bloc continent. Mais je vois bien que ce combat sera rude, mais c'est notre drapeau, et nous serons évidemment à la pointe de ce combat. Parce que c'est pas parce qu'on est un parti européen, parce que c'est l'état d'esprit d'ouverture à l'égard du monde, et puis parce que l'Europe, ça reste un projet de paix, ça reste un projet de droits de l'homme, ça reste un projet de défense des femmes, ça reste un projet profondément démocratique. Alors, oui, l'Europe doit être recentrée sur l'essentiel, mais nous serons à la pointe de ce combat-là. Il y aura des modifications à faire. On voit bien que la directive service connaît quelques dérapages, qu'il n'y a pas assez de contrôle, notamment dans le secteur du bâtiment, mais on aura l'occasion de parler de tout cela. En fait, la question est de savoir qui nous sommes. Je pense vraiment que nous sommes les garants d'ouverture d'esprit, les garants
de l'intégration républicaine, de la lutte contre le déterminisme social. Nous sommes pour la liberté d'entreprendre. Nous croyons en l'avenir et à ses opportunités. Nous croyons que tout demandeur d'emploi est une pépite disponible de la nation, ce qui n'empêche pas des règles extrêmement rigoureuses de fonctionnement du système social. Oui, c'est pas un hasard si nous sommes les grands défenseurs de nos territoires et départements d'outre-mer. La grande majorité des députés d'outre-mer sont dans notre groupe. C'est pas un hasard parce que ce sont nos frères qui gèrent dans la complexité républicaine des cultures différentes, qui peuvent être l'avant-garde pour nous d'un projet de développement durable dans des écosystèmes où c'est possible et voire même indispensable. Bref, nous sommes ce parti de la modernité, de la liberté, de l'ouverture. Nous devons être l'alternative et renouer avec les déçus, les inquiets et les révoltés. C'est une responsabilité historique que vous avez. C'est le terrain, les gens. On voit bien ce qui se passe en Europe dans cette crise. Qu'est-ce qui va se passer? La coalition, quelle va être la future coalition? Le terrain va pousser à ce que nos amis de l'UMP soient attirés vers d'autres cieux. Je ne mets pas en cause du tout les dirigeants, c'est pas ça ce que je dis. Mais la seule vraie coalition, ce sera la coalition UDI-UMP. C'est pour ça que vous avez une responsabilité totalement historique, beaucoup plus importante que vous pensez. Ce n'est pas juste l'occupation d'un espace. On est à un moment qui peut être un moment troublé de l'histoire de notre pays ou à un moment, au contraire, plein d'initiatives. Alors, puisque nous avons le temps de nous consacrer à l'essentiel, faisons-le. Parce que notre pays en a besoin. Parce que vous êtes là, y compris dans la salle à côté. Vous êtes venus de tous les départements, de métropole et d'outre-mer. Parce que vous le voulez. Parce que nous sommes un véritable espoir. Parce que nous sommes la France de ses 36 000 communes. Parce que nous sommes la République et sa diversité. Parce que la liberté, c'est l'énergie. Et la solidarité, c'est la réussite collective. C'est la croyance en l'avenir. C'est notre pays. C'est pour ça que vous vous engagez. L'Europe est notre destin. Le monde est notre vision. Vive l'UDI, vive la République et vive la France.